suis Hubert de Jean de la Bâtie, maire de Sainte-Adresse. Je suis actuellement dans ma mairie. Je suis vice-président de l'agglomération havraise, en charge de la transition énergétique et écologique. Et puis, je suis également, c'est le gros de ma mission, vice-président de la région Normandie, où Hervé Morin m'a demandé de me charger de ces dossiers-là également. Il y a plusieurs choses. Il y a l'énergie en règle générale, c'est-à-dire en gros dans tout ce qu'on consomme comme énergie, d'où ça vient. Et là, la petite surprise, c'est pas tellement le nucléaire, c'est d'abord et avant tout les combustibles fossiles. C'est-à-dire que quand on fait la totalité de notre consommation d'énergie, on est à peu près entre 65 et 70%, très exactement, ça doit être 67,5%, issus des combustibles fossiles. Et dans les combustibles fossiles, il y a un peu de charbon, mais il y a bien évidemment surtout le pétrole. Et dedans, il y a tout le pétrole nécessaire à la mobilité ou à la production d'énergie, d'électricité. On en reparlera un petit peu après. Après, bien évidemment, c'est le nucléaire, mais qui ne pèse dans la consommation globale d'énergie, c'est-à-dire si on fait le total, ça ne fait que 18%. Et puis, vous avez 15% sur le renouvelable. Et alors, là encore, dans le renouvelable, surprise, dans la consommation que nous avons d'énergie renouvelable, eh bien, à 10%, c'est de la biomasse. C'est-à-dire, c'est par exemple toutes ces chaufferies bois qu'on a installées et les réseaux de chaleur. Donc, si on prend si on parle non pas d'électricité, mais d'énergie, voilà un petit peu le schéma. C'est d'abord, et on voit notre dépendance aux hydrocarbures qui est manifeste. Alors l'enjeu, il est connu et chacun peut le constater. C'est-à-dire qu'on voit très bien, si on prend l'automobile, on voit très bien que je parlais des hydrocarbures, on voit très bien que les hydrocarbures, on va les abandonner au profit du véhicule électrique, c'est-à-dire qu'on va plus consommer de pétrole, mais on va consommer de l'électricité. Donc, faut pas s'étonner que la consommation d'électricité augmente. Sachant que, quand même, il y a eu un petit effet Covid et qu'on a diminué en 2020 notre consommation d'électricité d'à peu près 7%. Puis après, il y a les économies, etc. Mais on sait très bien que la demande d'électricité va être assez forte. Est-ce qu'on est capable d'encaisser une hausse de 35% de notre consommation d'électricité? La réponse est oui. Je rappelle que la France est le premier exportateur mondial, on le sait peu, d'électricité. Alors, je parle d'en électricité pure, Et pourquoi est-ce qu'on le fait facilement, cette exportation? Eh bien, tout simplement parce qu'en Europe, les réseaux sont interconnectés. C'est-à-dire que par moment, on est capable d'envoyer, quand on a trop d'électricité, on en envoie aux voisins, et il nous arrive d'en acheter, alors qu'on est de très loin excédentaire en électricité, en production chez nous. Il nous arrive d'en acheter quand on a un réacteur qui est en arrêt, une centrale qui est en arrêt pour ce qu'on appelle la grande visite, ou parce que tout d'un coup, il y a une opportunité économique sur le marché, il nous arrive d'acheter de l'électricité à l'étranger. Mais globalement, on n'est pas très inquiet sur, je dirais, pour reprendre une métaphore, sur le fait de disjoncter notre système électrique. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un truc absolument formidable qui a été combattu en France par certains, qui s'appelle le compteur Linky. C'est ce qu'on appelle un smart grid, c'est-à-dire que avec le compteur Linky, on est capable de dire, écoutez, si vous consommez pas beaucoup d'électricité, j'ai regardé, on va pouvoir peut-être éteindre un réacteur nucléaire, ou plutôt que de remettre une tranche nucléaire en service, je prends à chaque fois l'exemple du nucléaire, plutôt que de remettre une tranche nucléaire en service, on va faire ce qu'on appelle des délestages, c'est-à-dire on va couper 5 minutes l'électricité sur des foyers. C'est totalement indolore. Si ça se produit entre 3h et 5h du matin, vous ne sentez rien du tout. Le congélateur ne bouge pas. Votre chauffage électrique continue de marcher. Mais par contre, on a économisé la mise en route d'une tranche nucléaire parce qu'on n'a plus délesté. Donc, ces compteurs intelligents qui sont capables de gérer très finement la production et la consommation nous servent à disons, préparer une montée en puissance de l'électricité dans nos sources énergétiques. Alors après, peut-être tu es intéressé ou ça intéressera nos amis de savoir d'où vient notre électricité. Alors là,
bien sûr, sur l'origine de notre électricité, là, on retrouve la grosse part du nucléaire. L'électricité nucléaire, c'est quand même, à peu près, la consommation d'électricité en France, c'est 500 TWh. C'est quand même énorme. Et ça vient essentiellement du nucléaire. On est à 75%. D'accord ? Alors, bien évidemment, je parle de la consommation globale, toute origine confondue. Si vous allez chez EDF, ils vous diront que eux, 90% de ce qu'ils vendent, ça vient du nucléaire. Mais si on prend la consommation globale avec tous les fournisseurs d'énergie plus d'électricité plus ce qu'on importe, on est à peu près à 75% issus du nucléaire. Donc c'est énorme. C'est énorme et on voit bien, même si on n'est pas un grand fan du nucléaire, on voit bien que le nucléaire est une réalité dont on ne pourra pas se passer pour le moment et qui doit nous servir à décarboner notre consommation électrique. Après, on a sur ce qui reste, c'est-à-dire en gros les 25% qui restent, c'est du renouvelable avec en 1 l'éolien, en 2 l'hydroélectricité et en 3 le solaire qui est très loin, 2% à peine. Et ça me permet de faire le lien avec la COP26 parce que Barbara Pompili a annoncé un truc que je réclame depuis des années. Je dis, on a 150 hectares de toiture de bâtiments logistiques au Havre, il n'y a pas un capteur solaire sur les toits. Eh bien, elle vient de prendre une décision que je soutiens et qu'on devrait tous soutenir, qui est de dire, maintenant, quand vous faites des bâtiments qui font plus de, alors je ne sais plus si elle a mis la barre à 3000 mètres carrés, eh bien, ils devront être équipés de toitures photovoltaïques. Et là, on aura une vraie, parce que une très grosse surprise, ça marche pas mal, le photovoltaïque. Parce que je vois, mon cher Gauthier, à Tamou, que peut-être tu te dis, par exemple, en Normandie, le photovoltaïque, ça marche pas super. Détrompe-toi, ça marche très bien. Et on a surtout des nouveaux capteurs qui sont beaucoup plus réceptifs, pas seulement à l'ensoleillement, mais à la lumière. Et donc, à ce moment-là, on produit de manière beaucoup plus linéaire et de manière beaucoup plus, intéressante. Et je vais être franc, je suis un ancien anti-nucléaire. Bon. J'ai milité aux côtés de Brice Lalonde, ça remonte à quelques années, bien sûr. Et j'avais pris des positions très anti-nucléaires. Je les ai beaucoup adoucies parce que je suis pour une écologie, non pas de la sanction ou dogmatique, mais pour une écologie pragmatique. Et on est nombreux dans les centristes à avoir cette position-là. Et donc, on ne peut pas tracer une croix sur le nucléaire. Je rappelle quand même que c'est pas une énergie qui est libre de toute contrainte, puisque je rappelle quand même que le réacteur nucléaire consomme un combustible et que ce combustible, il est fossile. D'accord ? L'uranium, c'est un combustible fossile. Donc, on retombe sur une consommation d'énergie fossile. Et puis, la deuxième chose, il y a la question des déchets, qu'on n'a toujours pas réglée et qu'on laisse gentiment à nos enfants en se disant un jour ou l'autre, il y aura bien une technologie qui permettra de recycler ces déchets. Oui, c'est possible, mais en attendant, c'est un petit sujet. Après, sur le nucléaire, on voit bien qu'on est en train de tâtonner. Est-ce qu'il faut qu'on aille vers les gros EPR? Est-ce qu'il faut qu'on aille vers les microcentrales comme le président Macron tout d'un coup vient de les découvrir? Je rappelle qu'il y a depuis longtemps quelques hypothèses qui avaient circulé en disant on est capable de faire un sous-marin nucléaire. Écoutez, c'est très simple. On n'a qu'à faire un sous-marin immobile qu'on met au fond de l'eau et qui est en fait une centrale nucléaire qui produit de l'électricité. Et ça bouge pas. Et par contre, sortant de ce tube qu'on immerge, il y a un câble électrique qui nous amène l'électricité du réacteur. Donc, il y avait déjà des gens qui avaient imaginé ça. Donc, c'est pas très neuf, cette idée de microcentrale. Le président Macron nous ressort ça comme si c'était une évolution soudaine. Non, c'est une technologie qu'on connaît. Et, bien évidemment, nous qui produisons des réacteurs nucléaires de sous-marins, des SNL, c'est les SNLE, on a une technologie assez éprouvée sur les réacteurs de petite taille. Non, après, il y a la question de la fusion nucléaire. C'est une technologie très compliquée où on essaye. Là encore, c'est extrêmement consommateur de crédit puisqu'on voit que
ne serait-ce que pour l'EPR, les budgets dérapent. Donc, c'est ça le principal frein, c'est quelle est la technologie qui a le rapport coût-opportunité qui est le meilleur et à court terme, parce qu'on rappelle qu'on est quand même tout ça dans, on n'en a pas encore parlé, mais dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ces pistes-là. Puis, je pense que on le sait, hein, la France s'est enfin lancée dans l'éolien offshore, alors que toutes les autres puissances européennes l'ont fait. Et là, on va avoir, on a quasiment 5 parcs offshore qui ont été décidés. Et il se trouve que les 5 parcs, enfin le 4+1, sont en Normandie. Donc, c'est quelque chose que je vis de près et qui est passionnant. Et l'idée, c'est de réconcilier les énergies marines renouvelables avec le monde de la pêche. Je rappelle toujours que le principal ennemi de la pêche, c'est pas l'éolien offshore, c'est le Brexit. Tout le monde le voit bien. Hein. Donc, c'est pas une éolienne qu'empêche les pêcheurs de pêcher, c'est les lois européennes et leur abandon. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'articulation entre les deux. On ne peut pas privilégier aucune énergie simple, rapide et disponible ne peut remplacer le pétrole qui était arrivé à un niveau d'excellence en termes d'efficacité et qui était remarquable. Donc, aucune. On est obligé d'avoir un mix énergétique entre le nucléaire et les renouvelables d'autre part. Bon, alors, pour moi, les acteurs numéro 1 du territoire, ce sont les collectivités locales. Bon, l'État a un pouvoir réglementaire, mais pour faire bouger les territoires, ce sont les collectivités locales qui sont à la manœuvre. Je distinguerai 2 niveaux, d'accord ? Le premier niveau, c'est le niveau de la région, où il y a le chef de fila en matière d'énergie qui doit être assumé par les régions, et elles l'assument toutes. La région de France fait une coordination de tous les efforts des régions. Je peux te dire que ça bouge partout. Occitanie, Aquitaine, Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Bretagne, tout le monde se penche sur cette question-là, notamment sur les nouveaux vecteurs d'énergie, comme par exemple l'hydrogène, dont tu sais probablement que la Normandie a fait un de ses fers de lance. Bon, ça c'est une chose. Alors, comment la région fait ? Tout simplement en mettant autour de la table tous les acteurs et en jouant son rôle d'animateur, puisque la région n'est pas directement investisseur. Par exemple, si je veux faire une usine de production d'hydrogène vert, comme c'est le cas en ce moment, il y a au moins 2 projets dans la vallée de la Seine, eh bien, la région va aider ces projets-là. Elle ne va pas être directement opératrice. Ça veut dire qu'elle va travailler avec les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne sont pas des collectivités locales, je dois reconnaître, mais qui sont des regroupements de communes et qui vont justement imaginer et mettre en œuvre des productions d'énergie renouvelable, des unités de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est la première chose. Le rôle de la région, c'est de les inciter à faire, de les aider à financer les études et la réalisation. Et puis après, il y a le deuxième niveau, puisque j'ai dit que c'est les EPCI qui sont directement responsables de leur territoire, je rappelle que, alors c'est plus vrai sur les gros EPCI, c'est-à-dire ceux qui dépassent les 100 000 habitants. Sur ces gros EPCI, eh bien, il y a l'obligation de faire un schéma directeur des énergies. C'est-à-dire que si vous prenez un EPCI qui a, je sais pas, 200 000 habitants, eh bien, il va devoir dire sur mon territoire, je consomme tant d'énergie et j'en produis tant. Et comment je fais pour devenir quasiment carbone free, comme disent les Américains, pour parler un bon français. Comment je fais pour devenir carbone free en 2050, qui est l'objectif. D'accord ? Et ça veut dire en gros qu'il faut que je gagne en efficacité énergétique, donc que pour les mêmes résultats, je consomme moins. Et puis d'un autre côté, il faut que je produise plus d'énergie verte. Et donc tout ça, on réfléchit actuellement sur quel dispositif on met en place. Est-ce qu'on se lance sur une forte incitation à mettre des panneaux solaires sur, par exemple, des ombrières de parking? Est-ce qu'on incite les industriels qui déposent un permis de construire à nous faire des toitures entièrement photovoltaïques? Est-ce que moi, maire, j'ai mis suffisamment de photovoltaïque, puisque sur ma
communes, j'en ai 3, hein, une sur chacune de mes 2 écoles primaires et puis une sur un gymnase, et je vais bientôt faire la 4e. Donc, est-ce que je peux imaginer que j'ai un grand champ ou un grand terrain de foot? Est-ce que je peux pas mettre des puits canadiens, c'est-à-dire en gros le principe de la géothermie, hein, en route sur ma commune? Est-ce que, je suis persuadé que dans chaque territoire, il y a des milliers d'idées qui demandent qu'à se mettre en route. J'ai une très grande confiance dans la démocratie locale. Et en tant que maire, je peux te dire que je suis très fier de ce qu'on arrive à faire quand on se met à bosser tous ensemble. Je considère qu'il est encore temps. Mais alors, il est encore temps. Bon, on sait que la hausse de 1,5, elle sera quand même très difficile à contenir. On risque d'être au-dessus. Mais par contre, il faut qu'on arrive. Et je suis persuadé qu'on peut y arriver. Il faut qu'on arrive à limiter, ne serait-ce qu'à 2, par exemple, pas plus. Sachant qu'on n'arrivera pas à redescendre en dessous. Hein. Ce qui est fait est fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, les glaciers, tout d'un coup, ils vont pas se remettre à pousser. Hein. Donc, malheureusement, ils ont fondu. Donc, là-dessus, ça sert à rien de se lamenter sur ce qui a déjà été fait. Il faut se projeter sur ce qui va se produire. Et puis, je dis toujours, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui va se passer dans l'avenir, parce que là, c'est là que j'ai l'intention de passer les prochaines années de mon existence. C'est un petit mot d'humour de Woody Allen, mais qui montre que on est tous concernés par ce qui se passe, et chacun à notre niveau. Je reprends un mot de Jean-Loup Etienne, à qui on demandait, mais est-ce que ça vaut le coup que chacun de notre côté, on fasse un effort qui est minuscule, sachant que les gros pollueurs en termes de gaz à effet de serre, c'est la Chine, et qu'elle ne vient pas à la COP26, etc. Il dit, tout ce qui est fait est un pas de plus dans l'effort collectif, et nous avons la responsabilité, et moi je pense que c'est une responsabilité morale, d'agir individuellement et collectivement sur nos territoires pour les faire avancer. Et je suis persuadé qu'on peut arriver déjà à des gains extrêmement significatifs.